Personne ne lui avait demandé son avis. Elle n'était là que pour panser les blessures, compter les respirations, tenir les mourants en vie. Mais pendant que 72 soldats armés cherchaient l'ennemi dans le ciel, c'est elle qui a posé l'oreille contre la neige. Ce qu'elle a entendu a glacé le sang de toute la patrouille. Le lieutenant a blêmi. Les fusils se sont retournés. Et pour la première fois depuis des heures, personne ne regardait plus la crête. Parce que la menace n'avait jamais été là-haut. Elle était juste en dessous de leurs pieds. On ne partait pas tout de suite. On va ouvrir une porte que certains voulaient garder fermée. Like, abonnez-vous, notification ON et écrivez votre ville/pays en commentaire. Depuis 6 heures, la neige tombait sans relâche. Pas cette neige douce et lumineuse qu'on voit au cinéma, celle qui voltige et scintille. Non, ici, c'était une neige dure, presque solide, fouettée horizontalement par un vent qui dévalait des sommets par vagues successives. Chaque rafale suffisait à déséquilibrer un homme debout. La visibilité ne dépassait pas 40 mètres. Au-delà, plus rien, un blanc uniforme, opaque, sans forme ni repère. Sur les cartes tactiques, cet endroit portait un nom, la vallée morte. Personne dans la patrouille ne savait qui l'avait baptisé ainsi, ni à quelle époque. C'était simplement ce qui figurait dans les fichiers de coordonnées, griffonnés à l'encre délavée par un cartographe qui n'avait probablement jamais posé le pied dans ce couloir de pierre et de glace. Ce nom n'avait semblé avoir aucune importance. Jusqu'à maintenant. Le sergent Marcus Webb marchait en 3e position dans la colonne lorsque le premier coup de feu brisa le silence. Il ne l'entendit pas vraiment. Il le ressentit. Un changement de pression, un déplacement d'air froid contre son oreille gauche, et l'homme devant lui s'effondra. Le soldat de première classe Donnelly, 22 ans, originaire du Kentucky. Il tomba sans un cri. Une seconde, il avançait. La suivante, il n'était plus qu'une tache sombre sur le sol blanc. Webb fléchit un genou. Derrière lui, toute la colonne se figea. Devant, le lieutenant appelait déjà un médecin. Le deuxième coup de feu arriva 9 secondes plus tard. Personne ne vit l'éclair du canon. Personne n'entendit la détonation avant que la balle ne frappe. La vallée engloutissait tout, le vent, les échos, les preuves. Il y avait un homme vivant. Puis, il n'y en avait plus. Au 3e coup de feu, les 72 soldats de la patrouille s'étaient éparpillés entre les rochers et la neige, armes pointées vers des lignes de mire impossibles à définir, criant des coordonnées pour un ennemi qu'aucun capteur n'avait détecté. Une seule personne ne regardait pas au loin. Elle était agenouillée près de Donnelly, appliquant un pansement compressif sur la plaie d'entrée, comptant ses respirations. Elle s'appelait Sarah Pruitt, 26 ans, médecin de terrain, 2e bataillon. Son armement se limitait à un pistolet de côté. En toute sa carrière, elle n'avait tiré que 2 fois, sur des cibles en papier, sur un stand de tir au Texas. Pourtant, avant que cette journée ne s'achève, ce serait elle qui y mettrait fin. Le briefing de mission avait duré 11 minutes. Le capitaine Nathan Braille s'était planté devant une carte plastifiée clouée sur une planche de contreplaqué dans la base avancée et avait décrit l'objectif dans ce langage plat et comprimé, propre aux officiers qui ont conduit trop de patrouilles. Nettoyer l'approche et de la vallée, documenter toute trace d'activité récente, rentrer avant la tombée de la nuit, reconnaissance standard, risque modéré, aucun contact anticipé. Sarah s'était assise au fond de la salle, avait écouté sans dire un mot, comme toujours. Son rôle dans ce genre de réunion était purement procédural. Vérifier l'inventaire du matériel médical, noter la distance jusqu'au point d'évacuation le plus proche, identifier les 2 soldats ayant signalé des problèmes de santé dans les 48 heures précédentes. Le soldat Castillo souffrait d'une fracture de fatigue au pied gauche qu'il ne déclarait à personne, sauf à elle. Elle l'avait bandé elle-même ce matin-là en lui signifiant qu'il devait tenir l'allure ou rester au camp. Il avait tenu l'allure. La vallée s'était ouverte devant eux à 8h40, long couloir de terrain comprimé orienté du nord-ouest au sud-est, encaissé entre des parois de schiste et de calcaire éclatées par le gel. L'altitude se faisait sentir, chaque inspiration demandait un effort légèrement plus grand, les muscles répondaient avec un imperceptible temps de retard. Sarah marchait près de l'arrière de la colonne. C'était sa position assignée, non parce que les médecins étaient interchangeables, mais parce que les soldats blessés tombaient là où ils se trouvaient et qu'un médecin placé en queue pouvait remonter vers l'avant sans perturber le flux tactique. Une logique parfaite sur le papier. Sur le terrain, cela signifiait que Sarah arrivait toujours après les faits, son travail défini par ce qui avait déjà échoué devant elle. La vallée n'était pas silencieuse, pas dans le sens rassurant du terme. Le vent la traversait avec la régularité d'une machine, chargeant des cristaux de glace qui mordaient contre toute peau exposée. Les soldats avaient remonté leurs cagoules, baissé leurs lunettes.
La communication se réduisait à des gestes et à de brèves salves radio. Sarah avait entendu les rumeurs avant le départ. Chaque position avancée avait sa mythologie, ses histoires de fantômes habillés en langage militaire. Cette vallée ne faisait pas exception. Le soldat Yates lui en avait parlé ce matin, au petit déjeuner, d'une voix plus basse qu'il n'était nécessaire malgré le brouhaha de la tente réfectoire. On dit qu'un tireur embusqué opérait dans ce secteur l'hiver dernier. Rien de confirmé, mais 3 patrouilles sont passées par là, et toutes les 3 ont perdu des hommes. Sans engagement, sans contact visuel. Des gens qui disparaissaient un temps. Les rapports parlaient d'engins explosifs improvisés, faute d'autres explications. Sarah avait posé la question qui s'imposait. Les victimes avaient-elles été retrouvées ? Yates avait fixé son plateau. 2 sur 7. Elle n'avait répété cette conversation à personne. Aucune valeur tactique, et la peur se propageait dans une colonne comme le froid, insidieusement, trouvant la moindre fissure, alourdissant chaque pas. Ce qu'elle avait fait, en revanche, discrètement, c'était porter son attention sur le sol. Le sol de la vallée était un empilement de neige ancienne et récente, stratifié comme des couches géologiques, chaque tempête lisible pour qui savait observer. Sous la chute des 12 dernières heures se cachait une croûte vieille de 3 jours, et en dessous encore, quelque chose de plus dense, de plus ancien. La surface n'était pas uniforme, des creux et des ondulations, trop discrets pour être perçus en marchant. Mais si l'on s'arrêtait, si l'on regardait la façon dont la lumière rasante glissait sur ces reliefs, dont les ombres se logeaient dans les moindres plis du terrain, on pouvait déchiffrer le sol comme un texte. Sarah le lisait depuis 40 minutes lorsque le premier coup de feu éclata. 3 ans de terrain lui avaient forgé une qualité d'attention qu'elle aurait eu du mal à décrire à quelqu'un d'extérieur au métier. Ce n'était pas de l'hypervigilance au sens clinique. Elle n'était pas sur le qui-vive, elle ne scrutait pas l'horizon avec l'acuité tendue d'un combattant en alerte permanente. Ce qu'elle avait développé était bien plus silencieux, une couche d'observation de fond qui tournait en continu sous sa conscience principale, cataloguant, enregistrant, signalant les anomalies pour y revenir plus tard. Ses instructeurs à Fort Benning avaient baptisé cela la reconnaissance clinique de schéma, une compétence qui se construisait sur des années de pratique. Sarah, elle, le formulait autrement. Écouter avec tout le corps, voilà ce que c'était. Elle avait employé cette faculté tout au long de la marche. Ce qu'elle en avait tiré, le vent ne soufflait pas uniformément dans la vallée. Le relief le découpait en courants distincts qui changeaient de direction au fil de la géographie. Ses propres pas sonnaient différemment selon les zones, compacts et sourds par endroits, légèrement creux à d'autres, comme si le sol au-dessous n'était pas plein. Le son se propage autrement à travers de la neige tassée qu'à travers du vide. Elle avait noté mentalement ces zones creuses, enregistré leurs emplacements, sans encore décider ce qu'ils signifiaient. Durant les 40 premières minutes, c'est le vent qui avait mobilisé l'essentiel de son attention. Il arrivait par pulsation depuis le nord-ouest, direction dominante, canalisée par la géométrie du couloir, mais avec des tourbillons secondaires qui se déplaçaient de façon imprévisible autour des grands affleurements rocheux. Elle calculait mentalement son effet sur la propagation du son. Non par réflexe tactique, mais par habitude ancienne, celle d'une enfant qui avait passé ses automnes dans les forêts du Montana avec son père à apprendre comment placer un affût en tenant compte des vents principaux et secondaires pour maîtriser à la fois l'odeur et le bruit. Un savoir d'avant l'armée, d'avant la médecine, le genre de connaissances qu'on porte en soi avant même de comprendre pourquoi elle compte. Dans son tiers nord, la vallée se resserrait. Les parois se rapprochaient en morceaux d'une 40aine de mètres de chaque côté, engendrant un phénomène acoustique particulier. Les sons qui auraient dû résonner ne résonnaient pas. Les faces convergentes s'annulaient mutuellement. Un coup de feu tiré depuis cette partie du couloir produirait un claquement comprimé, sans direction claire, pas étouffé, simplement impossible à localiser avec précision. Elle avait tourné cette idée dans sa tête sans vraiment savoir pourquoi. Le son arriva en retard. Ce fut la première chose qu'elle remarqua. Dans une salle de cours à Fort Benning, avec un tableau blanc et un schéma, on lui avait expliqué la physique du phénomène. Une balle qui voyage plus vite que le son atteint sa cible avant que la détonation ne se fasse entendre. Ce qu'on perçoit, ce n'est pas le tir, c'est son sillage, la signature acoustique qui arrive plusieurs secondes après le fait. Si le tireur est suffisamment loin et que le vent souffle dans le bon sens, on peut ne rien entendre du tout. Elle avait enregistré cela comme une information. Debout dans la vallée, avec Donnelly à terre devant elle, elle le comprenait autrement.
Les soldats devant elle criaient en contact, contact. Le mot répété dans cette cadence rapide et légèrement haussée qui trahissait que personne ne savait encore où pointer son arme. Le lieutenant Félix Drummond, en tête de colonne, cherchait déjà une ligne de tir. Son fusil était levé, il balayait la crête est. Choix instinctif, hauteur dominante surplombant la colonne. Évident, logique, et peut-être faux. Sarah atteignit Donnelly en 8 secondes, sans courir. Courir au combat, c'est le réflexe de ceux qui n'ont pas encore compris que l'urgence et la vitesse sont deux choses distinctes, et qu'une seule des deux maintient en vie. Elle avança vite et basse, longeant le rocher qu'elle avait repéré comme couverture avant même que le premier coup parte. Sa trousse était ouverte quand elle arriva à lui. Donnelly était conscient. Première information. Il regardait le ciel avec l'expression d'un homme qui tente de résoudre mentalement un calcul difficile, les lèvres légèrement remuantes. Elle posa 2 doigts sur sa gorge, pouls rapide mais présent, puis localisa la blessure sans quitter son visage des yeux. Point d'entrée, épaule droite légèrement en arrière, pas de sortie visible par devant. Elle le fit pivoter de 45 degrés. Examina son dos. Petite plaie de sortie, juste sous l'omoplate. Traversée nette, la balle avait raté la sous-clavière, raté le poumon, raté tout ce qui aurait été catastrophique. Il allait s'en sortir. Elle parcourut sa liste de contrôle comme elle le faisait toujours, non par automatisme, mais parce que c'est la seule chose qui fonctionne vraiment quand le cerveau bascule en mode survie. Elle avait vu des médecins se figer lors des premières prises en charge, submergés par la totalité de la situation, incapables de hiérarchiser. La liste court-circuitait cela, elle substituait une séquence à un problème. Une séquence, ça se gère, un problème non. Les voiles respiratoires. Celle de Donnelly était à en dégager. Il essayait de parler, ce qui signifiait que l'air circulait. Elle lui dit d'arrêter, il s'arrêta. La respiration. Le soulèvement thoracique était bilatéral et symétrique. Pas de plaie soufflante. La boule de panique qu'elle retenait, au creux du sternum, se desserra d'un cran. La circulation. C'était là que le travail se concentrait. Elle le lui dit d'une voix plate et factuelle pendant, parce que c'est ce qui marche. Pas de réconfort, pas de chaleur feinte, juste de l'information délivrée avec le poids de la certitude. Elle appliqua le pansement, l'enroula une fois et lui demanda de le maintenir pendant qu'elle cherchait le ruban adhésif. Le deuxième coup de feu claqua pendant qu'elle travaillait. Elle ne tressaillit pas. Elle n'avait pas tressailli au premier non plus, ce qui l'avait surprise sur le moment. Elle s'était attendue à ce que la peur soit quelque chose à contenir, à combattre. Au lieu de ça, elle était là, immobile, au centre de sa poitrine, informant plutôt que submergeant. Le deuxième homme à tomber était le spécialiste Morales, 20 mètres devant Donnelly, sur la gauche. Il s'était effondré derrière un rocher et ne bougeait plus. Sarah ne pouvait pas l'atteindre immédiatement. 3 soldats se trouvaient entre eux, tous en train de tirer vers la crête est, et leur trajectoire de feu formèrent un quadrillage de danger qu'elle ne pouvait pas traverser sans risque. Elle resta avec Donnelly et observa Morales à travers une fissure dans la roche. Sa poitrine se soulevait. Il respirait. Elle enregistra l'information et passa au problème suivant. Le problème suivant, c'était la direction. Les positions de tir des soldats autour d'elle lui disaient quelque chose d'important. Tous étaient orientés vers le nord-est, vers la crête. Mais cette crête se trouvait à 600 mètres au minimum, une paroi verticale de roches pâles depuis laquelle engager des cibles au fond de la vallée, dans ces conditions de vent, aurait exigé un tir d'une précision extraordinaire. Sarah n'était pas tireur d'élite, mais elle avait grandi dans une famille de chasseurs, passé suffisamment de temps dans les montagnes du Montana avec son père et son frère aîné pour comprendre qu'un vent de cette intensité, dans cette direction, créerait une dérive latérale considérable, que toute balle tirée depuis cette crête à cette distance devrait compenser de façon extrême. Elle examina à nouveau Donnelly. Sa blessure était antéro-postérieure, légèrement inclinée vers le bas. Elle l'avait noté en le bandant, la balle était entrée haut sur l'épaule et ressortie bas, trajectoire descendante depuis une position plus élevée que la cible, mais pas de beaucoup. L'angle était faible. Or, la crête était abrupte. Un tir à 600 mètres avec 60 mètres de dénivelé aurait produit un angle bien plus prononcé que ce qu'elle observait dans la blessure. Elle rangea cette observation et continua à travailler. 15 minutes s'étaient écoulées. 9 soldats étaient à terre. Aucun n'était en mort. Sarah avait effectué une évaluation visuelle rapide de chaque blessé visible depuis sa position. Certains cas étaient dans le sérieux, le caporal Phelps avait reçu une balle dans la cuisse qui saignait abondamment et nécessitait une pression immédiate,
mais aucun n'avait été touché à un endroit immédiatement fatal. Le tireur ne cherchait pas à tuer sur le coup. Il cherchait à blesser. C'était, elle s'en rendit compte, bien plus sophistiqué. Un soldat mort disparaît de l'équation tactique. Un soldat blessé en mobilise 2 ou 3 autres pour l'assister, le protéger, l'évacuer. Une patrouille de 72 hommes ayant subi 9 pertes n'était pas amputée de 9 combattants. Elle l'était d'une trentaine. Le lieutenant Drumond tentait d'organiser un schéma de suppression contre la crête est. Sarah l'entendait à la radio, voix maîtrisée, mais avec une tension au bord de chaque syllabe, celle d'un homme qui se tient ensemble par un effort conscient. Il demandait un appui aérien rapproché. La réponse qu'elle percevait partiellement depuis la radio la plus proche était liée à la météo. Rien ne volait dans cette visibilité. Ils étaient hantés seuls dans la vallée avec quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Sarah progressa de Donnelly vers Phelps, restant basse, exploitant les creux naturels du terrain pour se ménager un couloir dissimulé entre eux. Elle était concentrée sur Phelps quand elle remarqua quelque chose qu'elle ne put pas expliquer immédiatement. Les intervalles entre les tirs n'étaient pas aléatoires. Elle les avait comptés sans le décider, de la même façon qu'elle comptait les pouls et les cycles respiratoires, non par choix conscient, mais parce que son esprit organisait naturellement les informations entrantes en schéma. Les coups étaient survenus à des intervalles d'environ 90 secondes, pas exactement 90. Les écarts variaient, 83 secondes, 91, 87, 94, mais ils se regroupaient dans cette plage avec une régularité qui n'avait rien d'accidentel. Un tireur choisissant ses cibles de façon opportuniste, réagissant aux mouvements et aux expositions, n'aurait pas produit un tel intervalle. Ce rythme évoquait autre chose, quelque chose d'opérationnel. Un tireur qui avait besoin d'un temps fixe entre chaque coup, pour une raison étrangère à l'acquisition de cibles. Verrou d'armement, pensa-t-elle. Ou refroidissement, ou la mécanique propre à une position de tir particulière. Une pensée secondaire lui traversa l'esprit, qu'elle s'autorisa à examiner brièvement avant de la mettre de côté. Le carnet de notes ou le journal opérationnel d'un adversaire blessé révélerait le schéma avec bien plus de précision que sa propre reconstitution. Mais cela supposait qu'il puisse atteindre le tireur, ce qui supposait qu'il sache où il se trouvait, ce qui était précisément le problème qu'elle cherchait à résoudre. Elle se ramena à l'immédiat. L'intervalle n'était pas lié au rechargement. Elle en était presque certaine désormais. Armer une culasse à verrou prenait entre 8 et 12 secondes pour un tireur entraîné. Un semi-automatique, moins encore. Aucun des deux n'expliquait des pauses de 90 secondes. Le tireur marquait un temps d'arrêt pour une raison inhérente à sa position, non à son arme. Qu'est-ce que 90 secondes permettaient que 60 n'auraient pas permis ? Sur le terrain, 90 secondes offraient 3 possibilités. L'observation, le repositionnement ou la récupération physiologique, cette régulation du rythme cardiaque et de la respiration qu'un tireur longue distance entraîné effectuait avant chaque coup pour minimiser l'effet du pouls sur la visée. Mais la récupération physiologique d'un tireur stationnaire en position dissimulée ne prenait pas 90 secondes, 10 ou 15 au maximum, même en tenant compte du froid extrême qui ralentissait la réponse musculaire et allongeait la fenêtre de récupération, ce qui laissait le repositionnement. 90 secondes pour passer d'une position de tir à une autre à l'intérieur d'une structure quelconque et se réinstaller. Elle tourna cette hypothèse avec soin. Mais une autre possibilité existait et elle la laissa mûrir un instant avant de s'autoriser à la suivre. Et si l'intervalle n'était pas lié à l'arme ? Et si c'était une question de déplacement ? Un tireur qui se repositionnait entre chaque coup, rien que de classique, rien d'inattendu. Ce qu'il était, en revanche, un tireur capable de se déplacer entre les tirs, dans ce terrain, dans cette visibilité, sans qu'aucun des 72 soldats ne détecte le moindre mouvement. À moins que ce tireur ne se déplace pas en surface. Elle en termina avec Phelps et commença à progresser vers Morales. Et en avançant, elle observa le sol, non pour y chercher un abri, mais une anomalie. Drumond prit sa décision à la 40e minute. Sarah n'était pas dans la boucle de commandement. Elle n'était pas censée l'être, et elle n'en éprouvait aucun ressentiment. Mais elle était assez proche pour l'entendre donner l'ordre aux 2 sections du flanc sud de la colonne. Se détacher et gravir la crête et par un angle de débordement. Passer au-dessus et derrière la position de tir présumée. Elle sut immédiatement que c'était une erreur. Non parce que Drumond était un mauvais officier. Il était compétent, expérimenté, le genre d'homme qui prenait des décisions raisonnables sous pression. Le problème, c'est qu'il appliquait une logique tactique juste à une prémisse fausse.
Si le tireur était sur la crête, une ascension en débordement était pertinente. Si le tireur n'y était pas, il venait d'envoyer 24 soldats en terrain découvert sur un versant exposé. Elle ne dit rien. Ce n'était pas son rôle et elle n'avait pas encore suffisamment d'éléments pour parler. Elle s'immobilisa et se laissa penser. C'est le problème des grandes institutions sous tension, et une unité militaire au contact en était l'illustration parfaite. La pression produisait un rétrécissement de l'attention. Tout le monde regardait devant. Tout le monde se focalisait sur la menace identifiée. Les soldats de la patrouille n'étaient pas des gens sans intelligence. Plusieurs avaient plusieurs déploiements derrière eux, avaient été engagés dans des situations complexes. Mais ils regardèrent tous vers la crête parce que c'est là que la menace aurait dû se trouver, et l'effort cognitif nécessaire pour maintenir simultanément cette orientation tout en la remettant en question dépassait ce que la situation permettait. Leur entraînement était un outil façonné pour la menace attendue. Il ne correspondait pas à la menace réelle. Sarah, elle, n'avait pas ce problème. Pas d'arme à pointer, pas de position à tenir. Son travail, c'était le terrain mort entre les coups de feu, l'espace d'après, la blessure déjà faite, le dommage déjà accompli. Elle évoluait dans les conséquences. Cette position qu'elle avait toujours considérée comme secondaire était désormais le seul angle depuis lequel la vérité était visible. Elle repensa à son père. Géomètre pendant 30 ans, il avait passé sa vie professionnelle à mesurer et à cartographier le monde physique. Il lui avait dit un jour, alors qu'elle avait 12 ans, que la compétence la plus importante dans son métier n'était pas la précision. La précision était un outil. Ce qui comptait vraiment, c'était la volonté d'examiner le même terrain depuis plusieurs positions avant de consigner la moindre mesure. Une pente qui semblait uniforme d'un côté pouvait révéler un écart critique vu d'un autre angle. Il lui avait dit « Le sol ne ment pas, mais il faut plusieurs perspectives pour lui faire dire toute la vérité. » Elle approchait de la situation depuis son angle. Les soldats depuis le leur. Ni l'une ni l'autre de ces perspectives n'était suffisante seule. Il fallait les combiner. Ce qu'elle avait en main, c'était un ensemble d'observations partielles qui n'avaient pas encore convergé vers une image complète. Elle avait les angles des blessures. Les 9 blessés auxquels elle avait pu accéder présentaient tous une géométrie balistique similaire, entrée par le dessus, mais avec un angle faible, incompatible avec la hauteur de la crête. Entre 8 et 15 degrés d'inclinaison, à vue d'œil, pas 60, pas 40. Quelque chose de bien plus proche de l'angle qu'on obtiendrait en tirant depuis une position à peine au-dessus du fond de la vallée. Elle avait les intervalles, réguliers, mécaniques, indépendants des cibles. Elle avait l'absence de son. Les coups ne produisaient aucun écho significatif contre les parois de la vallée. Un rapport de bouche tiré depuis la crête aurait réverbéré sur les faces rocheuses, leur renvoyant le son en plusieurs phases, créant un écho composé que les soldats étaient entraînés à trianguler. Rien de tout cela. Le son était absorbé ou étouffé à la source. Et puis, il y avait la neige. C'était l'élément le plus récent, et celui qu'elle n'arrivait pas encore à interpréter complètement. En progressant de Phelps vers Morales, elle avait traversé une zone du fond de la vallée où la surface était subtilement différente. Pas visiblement différente, pas pour un soldat dont l'attention était accaparée par les priorités tactiques, mais sous ses genoux, en rampant, la résistance de la neige avait changé. Un creux. Pas le creux d'une dépression, la surface était plane, le creux de quelque chose en dessous. Elle s'arrêta net, elle cessa tout mouvement et colla son oreille contre la neige. Elle n'entendit rien. Ce n'était pas surprenant et elle ne s'attendait pas à autre chose. Ce qu'elle testait n'était pas l'ouïe, mais la pression, la façon dont le son se propage à travers différents milieux, dont il s'éteint ou voyage selon ce qui se trouve en dessous. Elle se redressa et examina la surface autour d'elle avec plus d'attention. Le fond de la vallée n'était pas plat. Elle le savait intellectuellement, aucun terrain ne l'estait vraiment, mais elle l'avait parcouru les yeux fixés au niveau tactique, cherchant abri et lignes d'exposition. Maintenant, elle le regardait autrement. Elle cherchait un schéma dans la topologie subtile, les endroits où la surface de neige s'élevait légèrement sans cause géologique apparente. Elle en trouva 3 dans un rayon de 20 mètres. De légère surélévation, aucune dépassant 4 cm au-dessus de la surface environnante, orientées approximativement en ligne selon un axe nord-ouest-sud-est, parallèle à la direction de marche de la colonne. Elle sortit son couteau de sa ceinture. Le soldat le plus proche d'elle, le sergent Webb, qui s'était abrité derrière un rocher et scrutait toujours la crête, la vit et son visage prit l'expression d'un homme qui tente de déterminer s'il est en train d'assister à une très grave erreur. « Webb, qu'est-ce que vous faites ?» Elle porta un doigt à ses lèvres, puis pointa le sol. Il la dévisagea.
Elle enfonça la lame dans la neige au niveau de la première des 3 surélévations. La résistance était anormale. La neige ne se compacta pas comme elle aurait dû. Elle céda. Puis céda encore. Puis la lame perça dans le vide et chuta de 2 pieds avant que la garde ne s'arrête sur la surface. Elle la retira et examina ce que le trou avait révélé. Pas une cavité dans la neige, un tube, métal environ 50 mm de diamètre, intérieur obscur. Elle sentit de l'air froid remonter contre ses doigts depuis le bas. Pas le froid ambiant du vent, quelque chose de légèrement différent, la température propre d'un espace clos. Elle approcha son visage. L'odeur était de minéral, chimique, huile d'arme faiblement, et autre chose en dessous. L'odeur d'un homme confiné depuis longtemps dans un espace réduit. Elle se rassit sur ses talons. Webb l'avait rejointe sans qu'elle s'en aperçoive. Il fixait le trou. Son expression avait traversé plusieurs états successifs avant d'atteindre quelque chose de très maîtrisé, de très immobile. « C'est un tube de ventilation », dit-il à voix basse. « Oui. » « À quelle profondeur ? » « Au moins 2 pieds de neige au-dessus de la structure, peut-être davantage. » Il regarda les 2 autres surélévations qu'elle avait identifiées, suivant la ligne du regard. Son entraînement rattrapait ce que ses yeux voyaient. « C'est une cache. Il est en dessous de nous. »« Il a été en dessous de nous depuis le début, » dit Sarah. Ils ne bougèrent pas immédiatement. Bouger immédiatement, c'était ce à quoi ressemblait la panique. Et la panique, dans cette situation, se terminerait avec des soldats piétinant la neige au-dessus d'un tireur embusqué qui aurait alors des cibles à bout portant directement au-dessus de son embrasure. Sarah réfléchit à l'architecture de ce qui se trouvait sous elle. Le tube qu'elle avait découvert était une sortie de ventilation. Pour un homme scellé dans une cache sous de la neige tassée, la gestion de l'air était une question de survie. Il en avait besoin pour respirer et il en avait besoin pour empêcher sa respiration de condenser visiblement en surface. Le tube était suffisamment étroit et le point de ventilation était positionné loin de l'axe de tir, ce qui signifiait que la cache avait été conçue avec une précision d'ingénieur, rien d'improvisé. Quelqu'un avait construit tout cela bien à l'avance, pas en quelques jours, des semaines, peut-être des mois. La neige au-dessus de la structure était stratifiée, comprimée, sans aucun signe de perturbation visible en surface. La construction avait eu lieu avant les chutes de neige qui la recouvraient désormais. L'embrasure de tir elle-même se trouverait ailleurs, à distance du point de ventilation, orientée vers le couloir cible, le fond de la vallée qu'empruntait la colonne. À partir des angles de tir et des positions des blessés, elle pouvait approximer l'emplacement de l'embrasure dans un rayon de 15 mètres. Webb était déjà à la radio, chuchotant par rafales maîtrisées, transmettant ce qu'elle lui avait dit vers le haut de la chaîne. Elle entendait la réponse de Drummond. Tendue, urgente, les ordres s'enchaînant plus vite que d'habitude. Elle n'écoutait qu'à moitié. Elle cartographiait. La cache avait un plafond capable de supporter le poids de plusieurs pieds de neige compactés. Cela impliquait des éléments de structure. Bois, métal, quelque chose de rigide. Elle disposait d'une ventilation, ce qui supposait au minimum 2 tubes pour créer une circulation d'air. Elle était passée inaperçue lors d'au moins 3 opérations de patrouille antérieures dans cette vallée, ce qui signifiait qu'elle était suffisamment profonde pour que ni les sondes ni les pas des soldats ne l'aient en révélé. Elle repensa aux intervalles 90 secondes. Le temps de réarmement d'un fusil à verrou dans un espace exigu était de 10 à 15 secondes pour un tireur discipliné. La pause n'avait rien à voir avec le rechargement, c'était autre chose. Elle imagina ce que cet espace devait ressentir. Horizontal, clos, ses dimensions dictées par ce qu'un seul homme pouvait construire et manœuvrer. Et elle réfléchit à la mécanique du tir en position allongée dans une cache aussi étroite. Le tireur devait se déplacer latéralement entre chaque coup. Elle en était presque certaine maintenant. L'embrasure n'était pas une ouverture fixe unique, c'était une fente, une découpe latérale permettant au fusil de couvrir un champ de tir. Entre chaque coup, le tireur repositionnait son corps pour se réaligner sur la cible suivante. Dans cet espace, avec une arme et une marge de manœuvre limitée, chaque ajustement prenait environ 90 secondes, ce qui signifiait que l'embrasure était orientée selon l'axe de la vallée, face au nord-ouest. Elle le dit à Webb, il le transmit. Drummond rappela ses équipes de débordement. Ce fut la première information qui parvint à Sarah, indiquant que la chaîne de commandement avait accepté ce qu'elle rapportait. Retirer 24 soldats d'un versant exposé sur la base de l'analyse d'un médecin de terrain n'était pas une décision confortable pour un lieutenant au contact. Qu'il l'ait prise lui en apprit quelque chose qu'elle classa mentalement comme pertinent. Webb retourna à sa position.
Il réfléchissait, elle le voyait à la tension de sa mâchoire, à cette immobilité particulière d'une personne dont les certitudes viennent d'être bousculées et qui se recalibre. Il revint 2 minutes plus tard et s'agenouilla à côté d'elle dans la neige. « Combien ?» dit-il. « Des tubes de ventilation. Au moins 2 que je peux confirmer. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas trouvés. La conception suppose plusieurs points d'échange d'air. Un seul tube créerait un problème d'air mort dans un espace clos de cette taille. Il faut une entrée et une sortie, ce qui signifie que la prise d'air est ailleurs, du côté de la paroi de la vallée. La direction du vent dominant aspirerait l'air frais depuis la face ouest et l'évacuerait vers l'est. La prise d'air doit se trouver en amont de l'évacuation pour éviter la recirculation. Il se tut. Puis, « Vous avez appris ça en école de médecine. J'ai grandi dans le Montana. Mon oncle a construit une cave à légumes quand j'avais 9 ans. J'ai aidé. » Webb la dévisagea un instant avec l'expression d'un homme qui révise un jugement antérieur. Puis, il se remit à la radio. Elle se déplaça vers 3 autres points qu'elle avait identifiés comme éléments potentiels de la cache et confirma chacun. 2 tubes de ventilation supplémentaires, de diamètres différents, et ce qu'elle croyait être un accès secondaire. Une zone de neige affaissée dont la structure était incompatible avec une compression météorologique naturelle. Le genre de perturbation produite par quelque chose de construit, pas d'effondré. La cache était pas grande, peut-être 10 mètres dans son axe long, d'après la distribution des éléments qu'elle avait repérés, assez vaste pour qu'un seul occupant puisse se déplacer, gérer son équipement, survivre sur une longue durée. Il y aurait de la nourriture, de l'eau, une solution pour les déchets. La sortie serait orientée vers la paroi de la vallée, non pas verticale, mais inclinée, exploitant la pente naturelle du terrain pour dissimuler le point d'entrée et de sortie sous la neige accumulée. Elle pensa à la personne à l'intérieur, non de façon abstraite, mais précisément. Quiconque avait construit cela l'avait fait seul ou avec une aide minimale. L'ingénierie était simple mais rigoureuse, le genre de simplicité qui vient de savoir exactement ce dont on a besoin et d'éliminer tout le reste. Un ingénieur militaire l'aurait surconçu. C'était la cache d'un artisan, fonctionnelle, dissimulée, durable. La personne à l'intérieur était dans cette vallée avant que ces patrouilles ne commencent. Elle avait observé les schémas, les horaires, les itinéraires, avait choisi cette position précise parce que la navigation naturelle des colonnes les amènerait toujours à traverser ce couloir. La patience nécessaire pour construire cela, attendre, opérer seul dans un espace souterrain gelé pendant une durée indéterminée, n'était pas une qualité commune. Sarah disposait d'un vocabulaire clinique pour désigner ce que ce type de patience coûtait à un être humain, ce qu'il exigeait, ce qu'il érodait. Elle n'en fit usage d'aucun mot. Elle écarta tout cela. Ce qu'elle avait besoin de savoir n'était pas qui était cette personne, c'était où se trouvait l'embrasure. Elle traça un schéma dans la neige avec la pointe de son couteau. Les emplacements des tubes de ventilation confirmés marqués comme points. Les positions des blessés, que Webb l'avait aidé à compiler à partir des rapports radio. L'angle de chaque blessure pour laquelle elle disposait de données. Elle relia les points. Elle prolongea les lignes. Elle convergeait à 11 mètres au nord-ouest de sa position actuelle, vers la légère élévation où le fond de la vallée rejoignait une longue saillie de roches sombres, affleurant au niveau du sol. Cette saillie était la clé. Elle comprit maintenant pourquoi elle était là. Une protubérance naturelle offrait un point d'ancrage rigide pour la structure avant de la cache, permettait de renforcer l'embrasure sans dépendre de la neige tassée et créait une rupture visuelle naturelle qu'un œil humain cherchant une ouverture rectangulaire interpréterait comme une ombre géologique. Elle ne pouvait pas voir l'embrasure. Elle ne la verrait pas même à 2 mètres, parce qu'elle avait été conçue pour rester invisible. Mais elle savait où elle se trouvait. Drummond avait repositionné la colonne en un périmètre lâche autour de la zone de la cache, utilisant les soldats encore valides pour établir des lignes de feu dans chaque direction. C'était une réponse improvisée, cohérente face à une situation pour laquelle il n'existait aucune doctrine tactique claire. Il vint trouver Sarah directement quand Webb lui radio qu'elle souhaitait lui parler. C'était un homme trapu, la mi-trentaine, avec ce calme particulier et buriné que Sarah associait aux officiers qui avaient en traversé suffisamment de mauvaises situations pour ne plus en être surpris. Il s'accroupit à côté d'elle dans la neige et écouta sans l'interrompre. Elle lui expliqua ce qu'elle avait trouvé. Elle lui décrivit sa reconstruction de la géométrie de la cache. Elle lui indiqua l'emplacement probable de l'embrasure. Il resta silencieux un moment. « Vous êtes en train de me dire qu'il était sous nos pieds depuis le début ? Sous les pieds de la patrouille ? Oui, pendant toute la durée de l'engagement.
Que recommandez-vous ? Elle y avait réfléchi. Il existait des options impliquant une percée. Utiliser les emplacements des tubes de ventilation pour introduire quelque chose dans la cache, du gaz, une surpression, une charge concussive. Le problème avec ces options était qu'elles exigeaient une précision sur l'agencement intérieur qu'elle ne possédait pas. Une cache de cette conception comporterait des chicanes internes, des compartiments, peut-être une alcôve de tir séparée de l'espace de vie. Elle ne pouvait pas garantir qu'une percée par un tube de ventilation atteindrait le bon compartiment. Ce dont elle pouvait être certaine, c'était de l'embrasure. « Il doit tirer pour confirmer la position, dit-elle. Nous connaissons l'emplacement approximatif, mais approximatif ne suffit pas pour une percée ciblée. Nous avons besoin qu'il prenne un tir pour pouvoir trianguler avec précision. » Drummond regarda la zone qu'elle avait indiquée. « Vous voulez lui donner une cible ? Oui, cela signifie que quelqu'un prend le risque. Oui. » Il la regarda. « Vous allez me dire que ce devrait être vous. Je suis la seule à savoir exactement ce que je fais et pourquoi. Je peux contrôler mon mouvement et mon timing pour maximiser l'information que le tir nous donnera. Un soldat faisant la même chose improviserait. J'ai un plan. » Il se tut longuement. Le vent passa sur eux. « Quel est ce plan ?» dit-il. Elle utilisa Morales, pas comme accessoire. Il était conscient et suffisamment cohérent pour consentir. Elle lui expliqua ce dont elle avait besoin et pourquoi. Il dit oui d'une voix amincie par la perte de sang, mais assez nette. Elle le stabilisa davantage, comprima la blessure plus agressivement qu'elle ne l'avait fait jusque-là, et le positionna au pied d'un rocher, de façon à ce qu'il soit visible depuis la zone qu'elle avait identifiée comme le champ de tir de l'embrasure. Un médecin se déplaçant pour traiter un blessé. Terrain dégagé, ligne de mire nette, mouvement prévisible. Elle plaça Webb et 2 autres soldats à des angles leur permettant d'observer la saillie nord-ouest sans se présenter eux-mêmes comme cible. Elle leur donna une instruction précise. Dès qu'ils percevraient la moindre perturbation de la surface neigeuse dans cette zone, le moindre mouvement, le moindre changement d'ombre, le moindre écart par rapport au statique, ils devaient l'annoncer et la marquer. Elle transmit la même instruction à Drummond pour l'équipe de percée qu'il avait constituée au périmètre. 6 soldats munis de grenades à fragmentation et des charges improvisées qu'ils portaient pour le franchissement d'obstacles. Elle avait déjà effectué ce type de calcul dans un contexte différent. À l'infirmerie, évaluer le rapport risque-bénéfice d'une procédure obéissait à la même logique. Quelle était la probabilité de préjudice par l'action par rapport à la probabilité de préjudice par l'inaction ? Comment pondérer un risque immédiat et localisé contre un risque diffus et continu ? Un médecin qui refusait d'opérer parce que la chirurgie comportait des risques ne faisait pas un choix neutre. Il choisissait de laisser la maladie progresser. Agir et ne pas agir étaient 2 choix. Tous 2 avaient un coût. Le coût continu de l'inaction était mesurable. 11 personnes à terre, un tireur toujours opérationnel, un nombre inconnu de munitions encore disponibles. La patrouille incapable de se déplacer, d'évacuer, d'atteindre son objectif ou de rentrer. Le coût de l'action était moins mesurable mais borné. Une personne se déplaçant en terrain découvert pendant un temps limité, avec des soldats positionnés pour réagir dès qu'un coup partirait. Et l'issue d'une blessure par balle n'était pas la mort certaine. Elle venait de passer 90 minutes à démontrer que le tireur était capable de placer ses tirs avec suffisamment de précision pour blesser sans tuer. S'il choisissait de maintenir ce schéma, son exposition était survivable. Elle n'avait pas mentionné ce calcul à Drummond. Il n'avait pas posé la question. Elle pensait que ce genre de raisonnement sonnait différemment dit à voix haute que formulé dans sa propre tête, et que le rendre explicite risquait de compliquer une décision qui était, à ses yeux, déjà prise. Elle lui avait dit qu'elle avait un plan. C'était vrai, c'était celui-là. Puis elle passa sa trousse sur l'épaule et sortit de derrière le rocher. La vallée était exactement telle qu'elle avait toujours été, froide, blanche, le vent la traversant dans son rythme mécanique. Aucune sensation d'être observée. C'était précisément le point. Il n'y avait jamais cette sensation. C'est ce qui faisait de cette vallée ce qu'elle était. Elle progressa vers Morales à une allure délibérée, ni pressée ni prudente. L'allure d'un médecin qui fait son travail parce que son travail ne s'arrête pas pour le contexte. Elle gardait le corps bas mais visible. Elle ne s'engulait pas pour chercher un abri. Elle était une cible claire, lisible, se déplaçant en ligne prévisible. 30 secondes. Elle atteignit le point médian entre sa position de départ et Morales, terrain dégagé, aucune dissimulation. Elle s'agenouilla près d'un rocher qui n'offrait aucune protection réelle, ouvrit sa trousse et se mit à ne rien faire d'une façon qui ressemblait à quelque chose. 60 secondes. Le froid était significatif.
Ses doigts perdaient quoi leur précision motrice fine. Elle les pressa contre son ventre sous sa veste, compta ses propres battements de cœur et attendit 90 secondes entre l'intervalle approximatif. Elle en était à 88 quand elle entendit Webb lancer une syllabe brève et tranchante. Pas un mot, juste le son d'un homme qui vient de voir ce qu'il cherchait. Et au même instant, elle se jeta à plat vers la gauche. La balle traversa l'espace qu'elle venait d'occuper. Elle le ressentit plus qu'elle ne l'entendit, cette perturbation particulière de l'air qu'un projectile supersonique crée, une onde de pression qui précède le son. C'était très proche. Elle ne sut pas à quel point, parce qu'elle était déjà en mouvement, roulant dans le creux du sol, à gauche du rocher, ramenant ses membres contre elle. La voix de Drummond à la radio. « Équipe de percée, allez-y ». Elle resta à plat, le visage pressé contre la neige, et compta. La première grenade frappa à 4 secondes. Le son était différent, souterrain, étouffé, presque interne, comme une commotion ressentie dans le sternum plutôt qu'entendue. Puis la deuxième. Puis le claquement des charges, puis rien. Puis un son qu'elle ne put pas catégoriser. Un tassement structural, le bruit de quelque chose sous terre perdant son intégrité et s'effondrant sur lui-même. Puis à nouveau le silence et le vent. Ils creusèrent pendant 21 minutes. L'équipe de percée travailla depuis le point d'effondrement, suivant la rupture structurelle vers l'intérieur avec des outils de terrassement et avec les mains là où les outils manquèrent de précision. La cache s'était effondrée sur une zone approximativement circulaire de 4 mètres, et sous la compression de neige, de bois et de tôle métallique tordue, ils découvrirent à l'intérieur. C'était plus petit que Sarah ne l'avait estimé, 7 mètres dans son axe long, pas 10, étroit, à peine assez large pour qu'un homme puisse se retourner. Le long d'une paroi, une surface de couchage faite d'un matelas plié et d'une couche thermique. Le long de l'autre, l'équipement opérationnel, 2 fusils, un télémètre, un carnet et une collection de petits récipients qui s'avérèrent être des éléments chauffants pour la nourriture et l'eau. À l'extrémité avant, orientée vers la vallée, se trouvait l'alcôve de tir, un compartiment séparé, à peine plus grand qu'un cercueil, avec l'embrasure à sa face avant. Une fente de 12 cm de haut et 45 cm de large, revêtue d'un matériau absorbant la lumière et réduisant la signature thermique, orientée précisément comme elle l'avait calculé. L'homme dans l'alcôve était mort. Les charges s'en étaient chargées. Grand habillé de couches blanches et grises qui imitaient la signature thermique de la neige au-dessus, son équipement méticuleusement entretenu. Il était dans la cache depuis environ 3 semaines, à en juger par les réserves de nourriture. Le carnet était en cyrillique. Personne dans l'équipe ne le lisait couramment, mais Webb avait assez de bases pour déchiffrer la section opérationnelle. C'était méthodique. Des dates, des heures, des identifiants de patrouille, des observations météorologiques, des journaux de tir. Les entrées étaient sobres, presque techniques, pas l'écriture de quelqu'un qui aurait traité ce qu'il faisait dans un registre émotionnel quelconque, juste le relevé d'un travail. La dernière colonne du journal de tir était un chiffre. Chaque ligne en avait un. Ils augmentaient en saut d'une unité à chaque entrée. Le dernier était 74. Sarah se tenait au bord de l'excavation et regardait l'intérieur de la cache. Elle avait eu raison sur presque tout. La fente de tir latérale, la conception de la ventilation, le positionnement de l'embrasure par rapport à l'ancrage géologique de la saillie rocheuse. Elle s'était trompée sur les dimensions. Plus petit qu'elle ne pensait, et sur le nombre de compartiments. Elle avait imaginé des chicanes, des sections. C'était plus simple que ça. Juste la cache et l'alcôve. Juste un homme seul sous la neige, faisant de l'arithmétique. Drummond vint se placer à côté d'elle. Il ne dit rien pendant un moment. Autour d'eux, l'évacuation des blessés était en cours. 11 soldats au total, aucun mort. C'était extraordinaire. Le tireur avait blessé sans tuer, ce que Sarah retournait dans sa tête sans parvenir à l'expliquer entièrement. De la précision, certes, mais au service de quel objectif ? Blesser était tactiquement avantageux dans certaines doctrines, coûteux en ressources pour la force adverse. Cela pouvait aussi être autre chose, une forme de retenue ou son contraire d'un mi-teinte, une façon de prolonger. Elle ne savait pas. Le carnet finirait peut-être par l'éclairer. 74, dit Drummond. Sur plusieurs unités, pas d'après le journal, dit Webb depuis derrière eux. Pas seulement aujourd'hui, sur toute la saison. Drummond se tut. Puis, Ward, Sarah le regarda. Le débriefing va vouloir un compte-rendu complet de votre processus. Tout ce que vous avez observé, chaque déduction, chaque point de décision. Pouvez-vous le reconstituer ? Oui, dit-elle. Dans l'ordre tout. Oui, il hocha la tête. Puis avec la franchise d'un homme qui a décidé de dire les choses simplement plutôt qu'en longueur, vous avez mis fin à ceci.
Je veux que vous compreniez que quel que soit le rôle que vous pensiez avoir tenu ici aujourd'hui, c'est vous qui avez mis fin à ceci. Elle reporta son regard sur le trou dans le sol, sur l'intérieur de la cache qui perdait déjà sa chaleur, sa température s'égalisant avec l'air de la vallée. Je faisais mon travail, dit-elle. Ce n'était pas de la fausse modestie. C'était la chose la plus précise qu'elle pouvait dire. L'observation, la déduction, la reconnaissance des schémas, la capacité à rester à plat sur un terrain découvert pendant qu'un tireur calibrait son tir, tout cela relevait, dans sa propre conception des choses, du travail d'un médecin de terrain. Vous avez regardé ce qui était devant vous. Vous avez lu les indices. Vous avez pris la décision qui a préservé des vies. Ce n'était pas différent en nature de la lecture d'un angle de blessure ou du comptage d'un pouls. C'était la même compétence appliquée autrement. Drummond sembla peser cela. Il avait l'air de vouloir le contester et d'avoir renoncé à le faire. « Très bien, dit-il. Sortons nos hommes de cette vallée. » Le rapport officiel de retour d'expérience s'étendit sur 47 pages. La contribution de Sarah en occupait 11. Une section intitulée « Observation technique et analyse de terrain » que l'officier du renseignement chargé de compiler le document final avait préservé presque mot pour mot à partir de son compte-rendu dicté. Elle avait été précise. Elle avait employé le vocabulaire technique approprié là où elle le maîtrisait et qualifié ses formulations là où elle ne le maîtrisait pas. Le rapport remonta la chaîne. Il alla plus loin que ce genre de rapport n'allait habituellement. Quelqu'un de haut placé le lut, puis quelqu'un de plus haut encore. La communauté du renseignement avait ses propres intérêts pour la cache, sa construction, sa durabilité, le fait qu'elle avait opéré sans être détectée pendant toute une saison hivernale à travers plusieurs cycles de patrouille. Sarah reçut une citation 4 mois plus tard. Elle arriva dans la même enveloppe administrative qu'un rappel de rendez-vous dentaire de routine, le genre d'indifférence institutionnelle au contexte qu'elle en était venue à comprendre comme simplement la façon dont fonctionnent les grandes organisations. Elle lut la citation. Elle était rédigée dans le langage du formulaire sur lequel elle avait été transcrite, ce qui signifiait qu'elle était exacte mais comprimée. Les détails réduits à des catégories et des résultats. La mention employait la formule a démontré une conscience situationnelle exceptionnelle sous le feu. Elle y réfléchit un moment. Elle pensa à Donnelly et à sa blessure traversante à l'épaule, à Morales allongé dans le froid, à Phelps, à l'odeur d'huile d'arme remontant d'un tube de 50 mm dans la neige. Conscience situationnelle, ce n'était pas faux, c'était simplement insuffisant. Ce qu'elle avait fait, c'était regarder ce que les autres ne regardaient pas. Dans un moment où regarder dans une direction était la seule action logique disponible et où regarder dans une autre direction exigeait un choix délibéré de résister à cette logique. Elle avait fait ce choix. Puis elle l'avait suivi avec patience et précision. Et un homme qui avait passé un hiver entier sous terre à blesser des gens toutes les 90 secondes était mort, et 11 soldats qui auraient pu s'ajouter à ces 74 étaient encore vivants. Elle classa la citation. Elle termina son déploiement. Elle retourna à la base avancée et reprit ses rondes. Soins des plaies, gestion des fièvres, les problèmes chroniques d'hommes vivant dans un froid et un stress soutenus. Dans les semaines qui suivirent la vallée, elle avait cherché à mettre l'expérience dans une forme qu'elle pouvait porter sans qu'elle prenne plus de place que nécessaire. C'est ce qu'elle faisait avec tous ces cas difficiles, non pas les refouler, ce contre quoi tout le monde vous mettait en garde, mais les intégrer délibérément, trouver où chaque chose s'inscrivait dans la structure plus large de ce qu'elle savait et de ce qu'elle avait accompli. La vallée entrait dans la catégorie des situations où les cadres existants s'avèrent insuffisants et où de nouveaux doivent être construits en temps réel. Elle en avait une collection modeste mais croissante. Le médecin de son premier déploiement, qui lui avait demandé de prendre une décision de triage de terrain avec des informations pour lesquelles elle n'avait pas été formée, et qu'elle avait prises quand même, et pour laquelle elle avait eu raison. La patiente d'il y a 2 ans qui avait présenté des symptômes ne correspondant à aucun diagnostic évident pendant 11 jours, jusqu'à ce que Sarah pose une question que personne d'autre n'avait posée et trouve la réponse. La vallée était plus grande que ces situations-là, les enjeux plus élevés, la chaîne d'inférence plus complexe, mais c'était le même type de problème. Ce qui la préoccupait et qu'elle s'autorisait à examiner sans parvenir à une résolution, c'était le fait que 74 personnes avaient été blessées ou tuées avant que quelqu'un ne regarde le sol, avant que quelqu'un ne songe à remettre en question la prémisse de l'emplacement de la menace. Elle en comprenait les raisons opérationnelles et cognitives. Elle les comprenait suffisamment pour les expliquer en langage clinique à une salle entière.
Mais comprendre les raisons ne déchargeait pas le poids du chiffre. 74. La plupart avaient en survécu. Certains non. Le carnet avait fini par être traduit et quelqu'un à un échelon de la chaîne de commandement avec lequel elle n'interagissait jamais directement avait pris des décisions sur ce qu'il convenait de faire des informations qu'il contenait. Rien de tout cela ne relevait de son domaine. Son domaine, c'étaient les 11 soldats qu'elle avait soignés dans la vallée, dont elle avait suivi l'évolution dans le système médical pendant les 3 mois qui lui restaient en de déploiement. Les 11 avaient été renvoyés en convalescence. La fracture de fatigue de Castillo s'était aggravée. Il aurait besoin d'une opération. L'épaule de Donnelly avait cicatrisé proprement. Phelps avait gardé sa jambe. Elle s'autorisa à ressentir quelque chose à ce sujet. Pas de la fierté exactement, quelque chose de plus silencieux. La satisfaction d'un travail accompli, qui diffère de la fierté comme la précision diffère de la certitude. Cela reconnaissait à la fois ce qui avait été fait et ce qui restait inachevé. Cela ne formulait aucune prétention sur l'avenir. Elle ne parla pas de la vallée avec les autres médecins. Il n'y avait rien à dire que le rapport n'ait pas dit mieux. Ce à quoi elle pensait parfois, dans cette qualité particulière de silence qui s'installait au milieu des gardes de nuit, quand la base était aussi tranquille qu'elle pouvait l'être, c'était le carnet. Non pas ce qu'il contenait, le journal de tir, le relevé opérationnel, mais ce qu'il ne contenait pas. Aucune entrée personnelle, aucune date au-delà de l'opérationnel, aucun nom, pas même le sien. Un homme qui avait passé 3 semaines seul sous terre et n'avait laissé aucune trace de la vie intérieure que l'absence, le froid et la finalité avaient reproduite en lui pendant ce temps. Elle réfléchissait à ce que signifiait ce silence. Elle n'arrivait à aucune conclusion. Certaines choses ne se résolvaient pas par l'observation et la déduction. Certaines choses pouvaient être retracées jusqu'à leur source et rester incompréhensibles malgré tout. Cela aussi faisait partie du travail. Il y avait une conversation à laquelle elle revenait rarement mais régulièrement, comme une langue qui revient à une dent douloureuse, non par désir de souffrir, mais attirée par la texture non résolue de la chose. Dans la vallée, après que le creusement fut terminé et que l'équipe de percée eut confirmé que la cache était vide, Drummond avait rassemblé son état-major survivant en cercle lâche au bord de l'excavation. Le plan d'évacuation se coordonnait. Il y avait du trafic radio, de l'air froid, le bruit continu du vent et la lumière déclinante d'un après-midi qui avait mal commencé et se terminait d'une façon que personne n'avait anticipée. Le caporal Briggs avait dit à personne en particulier comment personne n'a trouvé ça. 3 patrouilles tout l'hiver. Personne ne lui avait répondu. Ce n'était pas le genre de question qui appelait une réponse. C'était le genre de question qu'on dit à voix haute pour en décharger le poids, non pour recevoir une information. Mais Sarah avait pensé à la réponse, et la réponse était que personne ne le cherchait. Non par négligence ou manque de formation, mais parce que personne n'avait eu de raison de le chercher. Le modèle de menace dans lequel ils opéraient supposait que la menace était en surface. Elle l'avait toujours été auparavant. L'expérience confirmée, pondérée lourdement, avait créé une catégorie dans laquelle les nouvelles informations étaient triées avant même de pouvoir être examinées, prêtées pour ce qu'elles étaient. Ce n'était pas un défaut propre au milieu militaire. Elle l'avait vu en médecine aussi. Le médecin qui cesse d'examiner après un diagnostic, qui intègre de nouveaux symptômes dans un cadre existant parce que ce cadre a été confirmé une fois. La reconnaissance de schémas poussés au-delà de son seuil d'utilité devient imposition de schéma. Le schéma devient plus réel que les preuves. Ce qu'elle avait fait dans la vallée n'était pas de l'intelligence exceptionnelle. C'était le refus de s'arrêter avant que le schéma ne soit complet. La volonté de suivre une anomalie jusqu'à sa source, même quand le schéma établi affirmait que cette anomalie ne devrait pas exister. Elle pensait à la question du caporal Briggs et à la réponse qu'elle n'avait pas donnée. Et elle pensait que cette réponse méritait d'être formulée quelque part, pour quelqu'un, non comme leçon sur cet événement précis, mais comme principe dont les applications dépassaient pas largement la vallée, la neige et les 74 noms dans un carnet. Elle pensait à cela. Puis la garde de nuit se terminait, et elle allumait les lumières et se remettait au travail. Elle pensait qu'est-ce qui, dans les espaces clos et la précision, attire un certain type de personne. Le chirurgien qui opère dans un champ de 4 cm pendant des heures, l'horloger, le géologue qui lit une carotte de sédiments, le tireur dans sa cache, tous réduisant le monde à une petite ouverture et y travaillant avec le genre de patience que les gens de l'extérieur qualifient d'extraordinaire, mais qui de l'intérieur n'était simplement que ce que le travail exigeait.
Elle avait rencontré des chirurgiens qui décrivaient alors le bloc opératoire comme le seul endroit où le bruit s'arrêtait. Elle pensait comprendre cela maintenant, d'une façon qu'elle n'avait pas avant la vallée. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, qu'elle le comprenne.